Je m'appelle Sébastien Métivier. Ce soir, après l'école, j'ai un atelier bricolage dans le sous-sol de mon église du village. Après cet atelier bricolage, je dois récupérer ma sœur chez mon grand-père. Elle m'attendra des heures, des jours, des semaines, des mois, des années. Aujourd'hui encore, je ne suis jamais arrivée. Bienvenue sur la nouvelle vidéo Silence, on cherche, un lendemain d'Halloween meurtrier partie 2. Le 1er novembre 1984, Sébastien Métivier et Wilton Lubin sont portés disparus. Ils vivent tous les deux dans la même rue, ont 8 et 12 ans, et ils disparaissent le même jour que Maurice Vien. Comme les deux garçons sont plus vieux que Maurice Vien, ce sera la thèse de la fugue qui sera mise en avant. Christiane, la mère de Sébastien, reçoit un appel de son père l'informant que Sébastien n'est jamais arrivé pour venir chercher sa petite sœur. Le grand-père prévient assez rapidement sa fille de la disparition de son fils parce que ce n'est pas dans l'habitude de Sébastien de s'évaporer et de ne pas donner de nouvelles. En effet, il a pour habitude de venir chercher sa petite sœur tout de suite après son atelier bricolage qui se passe dans le sous-sol de l'église de la ville. Il faut en moyenne 3 minutes pour Sébastien pour faire le trajet entre l'église et la maison de son grand-père. Mais lorsque Christiane reçoit cet appel, avant de s'inquiéter et de se dire que son fils a disparu, comme toute mère, elle va appeler tous les amis de Sébastien, elle va aller faire du porte-à-porte, elle va essayer de le retrouver jusqu'à 23h. À 23h, voyant que son enfant n'est toujours pas rentré, elle décide d'appeler la police. Lorsqu'elle appelle la police, elle donne toutes les informations qu'elle a en sa possession. À savoir que la dernière fois que Sébastien a été vu, c'était en compagnie de Wilton Lubin dans le groupe devant l'église. Il semblerait que Wilton et Sébastien se sont un peu mis à l'écart de ce groupe pendant quelques instants. Comme je viens de le dire, Christiane appelle la police et informe de la disparition de son enfant. Ils arrivent très rapidement dans les alentours de 23h, 23h05. Ils prennent tout de suite la déposition de Christiane, donc les particularités physiques de Sébastien, les habits qu'il portait, quelles sont ses habitudes, où est-ce qu'il aurait pu aller. Toutes ces informations sont notées donc par le policier et malgré toutes les informations qu'elle a données, il lui fait comprendre que la disparition de Sébastien sera prise en compte que 24 heures après son appel, donc soit le 2 novembre 1984. Au même moment où elle entend que le policier va attendre avant de rechercher son enfant, elle entend le talkie-walkie sonner. Et elle entend qu'un autre garçon, Wilton Lubin, est porté disparu également. Ils vont dans la même école et aux mêmes activités extrascolaires. Quand Christiane entend cet appel au talkie-walkie, elle se dit que ce que l'inspecteur vient de lui dire, qu'il va falloir attendre les 24 heures pour pouvoir porter réellement disparu son enfant, va être mis de côté puisqu'un deuxième enfant a disparu. Eh bien, détrompez-vous, ils vont maintenir leur position en disant que les jeunes garçons ont probablement fugué ensemble. Et les policiers diront à Christiane qu'il ne faut pas s'inquiéter, qu'il n'est pas en danger, que tout va bien se passer et qu'il va réapparaître rapidement. Mais Christiane est écœurée du comportement des policiers et des enquêteurs parce que Sébastien et Wilton n'ont eu aucun comportement suspect qui pouvait laisser suspecter qu'ils allaient fuguer ensemble, en sachant que Wilton, donc le jeune garçon de 8 ans, avait de graves soucis de santé. Et il ne pouvait pas s'absenter plus que quelques heures de chez lui parce qu'il avait un traitement très lourd à prendre quotidiennement. La police fait quand même son travail puisque la maison est à 200 mètres de l'église. Ils se disent que ça coûte rien d'aller demander au voisinage s'ils ont vu quelque chose, s'ils ont entendu quelque chose, s'il y a un quelconque témoin. Les informations que Christiane aura données aux enquêteurs indiquant que Wilton et Sébastien ont été vus pour la dernière fois devant l'église dans leur petit groupe habituel sera corroborée par les habitants et les enfants du quartier.
Les policiers vont attendre donc les fameuses 24 heures pour enfin publier un avis de recherche et d'informer donc tous les policiers qui sont aux alentours que 2 enfants ont disparu. Donc ils vont prendre les photos, les descriptions physiques, psychologiques, dans les habitudes, la façon de marcher, les vêtements qu'ils portaient et vont enfin les communiquer aux patrouilles aux alentours afin de commencer les recherches. Et lorsque ces publications sont faites pour rechercher les garçons, les enquêteurs vont recevoir quelques appels. Et ces appels diront que les 2 garçons ont été aperçus dans le métro à Montréal et à Mascouche. Les appels reçus par les enquêteurs va donner une tournure un peu bancale à l'affaire parce que ça va confirmer les policiers que les 2 jeunes garçons ont bien fugué. Les policiers diront que les enfants ne sont probablement pas en danger et qu'ils doivent travailler dans un genre d'organisme où, en fait, si je comprends bien, on prend les enfants qui ont fugué ou qui sont perdus, on leur demande de vendre du chocolat en porte-à-porte et en contrepartie, ils sont nourris, hébergés, logés, blanchis. Donc les policiers se disent qu'ils sont probablement dans ce genre d'endroit et que les familles doivent pas s'inquiéter. Mais vous vous rendez compte un peu du truc ? Votre enfant de 8 ans et votre enfant de 12 ans disparaissent, les policiers disent ils sont probablement hébergés et nourris en échange de vendre du chocolat. Tout va bien, vous inquiétez pas. C'est n'importe quoi, mais bon. Donc, sans surprise, Christiane trouve cette hypothèse complètement débile, complètement ahurissante. Elle connaît son fils, elle sait qu'il n'aurait pas fugué. Elle pense plutôt à un réseau donc pédophile, un kidnapping ou à un gang qui l'aurait enlevé. Le gang ne sort pas du chapeau, vous allez voir ensuite qu'il y a un lien très clair dans l'histoire de Sébastien. La mère dit ça parce que, en fait, le père de Sébastien, donc Daniel, a eu un comportement étrange quelques jours avant la disparition. Il est arrivé donc chez Christiane et chez Sébastien, et avec la petite sœur de Sébastien qui est là également à ce moment-là, et il deviendra complètement fou. Il pètera un câble et dira « Il va arriver malheur à mes enfants ». Christiane, voyant que la police ne fait pas bien son travail et que l'enquête est mise un peu de côté, elle va essayer de faire ce qu'elle peut de son côté et elle va prendre les recherches en main. Avec la mère de Wilton, ils vont publier des photos des 2 garçons donc dans les médias, dans les journaux, pour essayer de les retrouver et avoir un maximum d'informations sur une piste potentielle. Les 2 familles recherchent les garçons sans relâche. Il faudra attendre le 2 décembre 1984, soit 1 mois après la disparition des jeunes garçons, pour qu'ils se rendent compte de la grosse erreur de jugement qu'ils ont eue sur ce dossier. Ce jour-là, malheureusement, le corps de Wilton Lubin sera retrouvé dans une rivière. Ce sont des chasseurs qui passaient par là, qui ont vu le corps coincé entre des rochers. Donc après les plusieurs semaines que Wilton a passé dans l'eau, parce que je vous rappelle qu'il a disparu le 1er novembre et il est retrouvé le 2 décembre, donc 1984, son corps est en complète décomposition. C'est très compliqué pour les médecins légistes de faire l'autopsie du petit garçon. Il était complètement défiguré, c'était une catastrophe. Mais ce qui a pu quand même ressortir de l'autopsie, c'est qu'il a été étranglé et qu'une lame a sectionné sa gorge. En bref, il a été égorgé, ce petit garçon. Malheureusement, ils ne vont pas savoir si la mort est due à la strangulation ou si c'est dû à la décapitation, en fait, l'égorgement qu'il a subi. C'est atroce pour la famille. Franchement, c'est atroce. Se dire qu'on cherche son petit garçon, que les policiers disent « vous inquiétez pas, il n'est pas en danger » et voilà. Et qu'ils reviennent là, mort. Je sais pas, c'est horrible. Le jour de l'enterrement de Wilton Lubin,
L'école où étudiaient Wilton et Sébastien Métivier ferme ses portes à 13h15 pour que tout le monde puisse aller aux obsèques du jeune garçon. Je vous mets les photos de l'enterrement. Vous pouvez voir de vous-même que c'est un peu... ça arrache le cœur, en fait, ça déchire le cœur. Pour le coup, c'est très perturbant. C'est super triste. C'est vraiment très triste. Heureusement et malheureusement, l'enquête reprend pour Sébastien, pour la recherche, en sachant que la mère n'a jamais, elle, arrêté de chercher son fils. De 1985 à 1986, Christiane aura fait imprimer 250 000 photos de son fils sur des briques de lait. Il faut savoir que c'est une première au Québec. Elle est évidemment obligée de faire ça parce que l'enquête n'avance pas. Donc quelques mois après la disparition de Sébastien, les enquêteurs vont recevoir une cassette audio. Donc la cassette audio, les enquêteurs vont demander donc à Christiane de l'écouter, mais elle ne reconnaît pas la voix de la personne qui demande une rançon en échange de son fils. Donc la rançon demandée est de 50 000 $. Donc, à côté de la rançon qui avait été demandée dans la lettre, pour vous rappeler, de Maurice, qui était de 20 $, il me semble. Donc là, la demande de rançon en cassette est quand même plus logique, plus sensée. Mais la mère donc reconnaît pas la voix et les policiers donc essaient à tout prix de trouver qui pourrait envoyer cette cassette. Et Christiane, en tant que mère de famille, trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle de recevoir cette cassette. Ça veut dire que son fils est toujours en vie. Mais le ravisseur, dans la cassette, ne donne aucune directive. Il ne dit pas où déposer l'argent, quand, comment, par qui. Aucune information n'est laissée. Donc, la mère de Sébastien attend des jours et des jours, attendant d'avoir les fameuses instructions. Mais elles n'arriveront jamais. Mais il y a quand même un élément qui va faire tilter les enquêteurs, c'est l'ex-mari de Christiane. Je vous ai dit plus tôt dans la vidéo qu'il s'était amené dans la maison et avait crié qu'il arriverait malheur à ses enfants. Donc Christiane, après le coup de colère de son ex-mari, elle avait demandé à Daniel de sortir de la maison, que sinon elle appellerait la police. Donc Daniel partira, comme vous le savez, son fils va disparaître. Et là, la mère de Sébastien, donc Christiane, va demander à Daniel « Mais pourquoi tu es venu quelques jours avant la disparition de notre fils pour me dire qu'il allait arriver malheur à nos enfants ?» Daniel répondra simplement qu'il a reçu un appel téléphonique menaçant son fils. Mais Christiane sait que son ex-mari est pas très clair. Il a des dettes de jeu, des dettes d'argent. Voilà, il n'est pas carré et avec des gens pas très fréquentables. Donc cet appel ne surprend pas Christiane, mais dans sa tête, il y a quelque chose qui émerge quand même. La piste du fait que Daniel a peut-être quelque chose à voir avec la disparition de son fils est pris au sérieux par les enquêteurs. Daniel a un casier judiciaire quand même bien chargé, drogue, violence, arnaque, vol. Bref, il a quand même un beau package qui peut le mettre dans le collimateur et qui fait qu'il est dans le collimateur des policiers. Daniel donnera une interview à un journaliste par téléphone et il dit qu'il vendait de la drogue avec les frères Pelletier. Les frères Pelletier font partie d'un gang qui a été responsable de plus de 160 morts à cause d'une bagarre de gangs rivales, de motards qui se sont entretués. Donc Daniel dira aux journalistes qu'il devait de l'argent aux frères Pelletier, qui sont responsables d'une tuerie tout de même, et que ça ne le surprendrait pas si c'était eux qui avaient kidnappé son fils pour une simple vengeance. Mais le père dit ça au calme. Il n'y a pas de problème pour lui. Mais si jamais
C'était les frères Pelletier qui avaient enlevé Sébastien Mitivier pour avoir l'argent que le père devait. Pourquoi ils ont enlevé Wilton? Et pourquoi ils ont tué Maurice? Donc, dans cette affaire, vous allez voir, c'est ça qui est assez particulier, c'est qu'il y a 3 garçons qui disparaissent donc, dans la même ville, dans le même pays, dans le même département, et plein d'hypothèses pop de partout, selon en fait l'environnement de la famille des garçons. Et si c'était le gang qui avait fait cette demande, donc les frères Pelletier qui avaient fait la demande de rançon de 50 000 $, pourquoi ils sont jamais venus le chercher? Pourquoi ils n'ont pas libéré le jeune Sébastien? Donc il y a plein de trucs comme ça qui tournent par rond, mais Christiane, donc la mère de Sébastien, est quand même persuadée que son fils est toujours en vie parce que le soir de la disparition de Sébastien, elle recevra un appel vers 10h, 10h30 et elle est sûre d'avoir entendu la voix de son fils. Mais malheureusement pour Christiane, les années passent, l'enquête n'avance pas, les potentiels suspects sont arrêtés, sont interrogés puis relâchés. Il faudra attendre quand même 20 ans pour que Christiane soit contactée par une personne via Facebook. Cette personne n'est nulle autre que l'ancienne voisine de Daniel. Donc quand elle apprend ça, Christiane essaie de communiquer par message interposé avec cette femme qui veut pas trop dévoiler qui elle est pour le moment et elle refuse d'avoir des échanges par écrit. Elle veut absolument qu'elles se voient toutes les deux et évidemment Christiane accepte avec plaisir d'aller la voir, surtout si les informations qu'elle a peuvent vraiment faire avancer l'enquête. Et là, la voisine dira à Christiane qu'un après-midi, donc après la disparition de Sébastien, elle le croise vers midi. Et elle dira à Daniel, c'est trop triste pour ton fils. Et là, vous devinerez jamais ce qu'il a dit. Je vous lis. Ah, mais il est mort, je l'ai découpé en morceaux et je l'ai éparpillé, son corps, par-ci, par-là, dans un terrain vague. Donc la femme qui donne ce témoignage habite donc la ville de Sorel où Daniel habitait, mais elle n'a rien dit avant parce qu'elle avait peur des représailles. Donc la dame voulait pas trop faire de déposition, d'ailleurs on n'a pas son nom, parce que, comme je viens de vous le dire, elle a peur des représailles, mais Christiane insiste tout de même pour que les policiers viennent prendre la déposition, donc on va dire de la dame Sorel. Christiane, après l'entrevue avec la dame Sorel, elle était tellement bouleversée, tellement choquée parce qu'elle avait entendu qu'elle s'est perdue sur la route de retour pour rentrer chez elle. Pourtant, ce trajet, elle le connaissait par cœur. C'est pour vous dire à quel point elle a subi un choc mental. 20 ans après la disparition de son fils, elle apprend que son ex-mari a avoué à une voisine l'avoir tué, découpé en morceaux et éparpillé son corps un peu partout dans un terrain vague. Après le témoignage de la dame Sorel, les enquêteurs réouvrent tout de même un peu le dossier, mais ça ne donnera pas grand-chose. Et tout ce qui a un peu fuité, c'est qu'il y avait le nom d'un autre suspect dans le dossier qui est resté préservé. D'ailleurs, Daniel et la personne qui a été incriminée mais qui a été relâchée sont passés tous les deux au détecteur de mensonges et ont réussi le test du polygraphe. Même si ça n'a pas de valeur juridique, ça aide les enquêteurs à trouver la bonne direction. Comme je le disais dans la vidéo où je traite de la disparition et du meurtre de Maurice Vien, donc la vidéo précédente, je parlais de potentiels suspects et donc 3 potentiels suspects qui sont apparus. Et évidemment, dans ce dossier-là, ces suspects sont également dans le dossier. Donc il y avait comme suspects Baptiste Duchesneau, Claude Quévillon et Marc Perron. C'était les 3 suspects principaux ou principal, je sais plus, de cette enquête, de ces affaires-là, de ces 2 meurtres et de cette disparition. Il faut savoir qu'un enregistrement audio a été fait par Claude Quévillon, qui d'ailleurs donne froid dans le dos. Sur cette cassette audio s'invente un double maléfique. Quelqu'un qui prendrait possession de lui pour faire des choses horribles et des actes impardonnables. Et sur cette cassette, il va s'incriminer des 3 meurtres, des 3 garçons. Donc de Maurice, de Wilton et de Sébastien.
pour la cour, c'est irrecevable pour cause de folie et de problèmes psychiatriques. On en revient toujours à la même chose. Il y avait un inspecteur qui s'appelle Jacques Chinot, qui est le lieutenant à l'époque de cette affaire, et qui était sur le terrain lors de la disparition de ces 3 garçons. Et donc il était accompagné de Bartholomé, un autre enquêteur, et ils diront tous les deux qu'en fait ils savent très bien qu'ils avaient les bons suspects et le meurtrier entre les mains lorsqu'ils avaient arrêté les 3 hommes, donc Duchesneau, Perron et Quévillon. Dites-moi en fait, vous, quelle est votre hypothèse là-dessus, en sachant que Sébastien Métivier n'a jamais été déclaré mort. Son corps n'a jamais été retrouvé et donc est toujours porté disparu. Moi, je suis pas enquêtrice, je suis pas pro, etc. Mais je me demande si, en fait, les 3 hommes en psychiatrie n'ont pas, dans la première hypothèse, organisé tout ça tous ensemble. Si les 3 n'ont pas pris chacun un garçon et ont fait ce qu'ils avaient à faire, malheureusement, moi c'est ce qui me semblait, parce qu'ils étaient tous dehors à ce moment-là, hein. Les 3, même ceux qui étaient encore internés, étaient en permission de sortie. Donc c'est possible que les 3 ensemble aient enlevé les 3 garçons et ont fait ce qu'ils ont fait, et 2 ont été retrouvés sur 3. J'ai une autre hypothèse où un des 3 fous, un des 3 cas psychologiques, psychiatriques, a vraiment enlevé Maurice, mais que Sébastien Métivier et Wilton ont été enlevés par les membres du gang du père de Sébastien, donc de Daniel. Je pense qu'il y avait probablement, moi c'est une de mes hypothèses, 2 meurtriers qui, comme par hasard, se sont retrouvés dans la même ville, en sachant qu'il y en a un qui est disparu, Maurice a disparu quand même le matin, et Wilton et Sébastien, c'était en fin de journée après l'école. Et la 3e hypothèse, c'est que ces 3 tueurs différents qui se sont retrouvés au même endroit, mais qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et la 3e hypothèse, ce serait que ce soit 3 meurtriers complètement distincts, qui sont passés par là et qui ont fait ces forfaits. Mais n'oublions pas que Sébastien Métivier n'est pas considéré comme mort, mais comme disparu. Mais la mère de Sébastien garde toujours espoir de le retrouver. Et j'espère sincèrement que l'enquête avancera pour qu'elle ait les réponses qu'elle mérite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager. Et surtout, on cherche toujours Sébastien Métivier.